Nous allons continuer avec notre cours sur la régression linéaire multiple. On avait déjà parlé de ce que c'est que R carré. Maintenant, nous allons parler de R carré ajusté. Le R carré étant 1 moins SSR sur SST. Donc, pour calculer le R carré ajusté, nous allons simplement faire 1 moins SR sur N moins K moins 1, qui est le degré de liberté, le tout divisé par SST divisé par N-1. Nous pouvons également écrire le R carré ajusté sous cette forme-ci. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque le nombre de variables indépendantes augmente, le R carré augmente. Mais le R carré square pourrait être pénalisé parce qu'il pourrait augmenter, il pourrait diminuer et même prendre des valeurs négatives. Mais si vous avez le choix de choisir un modèle parmi 3 ou 4 modèles, vous devez toujours choisir le modèle qui a le R carré ajusté le plus élevé. Ici, nous avons le output donné par le logiciel Stata. Donc, ce qui est encadré ici, c'est le R carré contre le R carré ajusté. Comment est-ce que nous avons calculé le R carré ici? Donc, en appliquant simplement la formule, nous aurons le R carré qui est égal à 1 moins SSR divisé par SST. Et c'est ça qui est égal à 1 moins 4966 divisé par 7160 et c'est ça qui est égal à 0,306. Les 0,306 que vous avez obtenu ici est également ici. Donc, il en est de même que le R carré ajusté. Donc, pour calculer le R carré ajusté, vous devez utiliser la formule précédente en faisant un moins entre parenthèses 4966 divisé par 522, le tout divisé par 7160 divisé par 525 et vous obtenez 0,302, donc qui est encadré également ici. Donc ici, nous avons un exemple de comparaison entre le R carré ajusté et le R carré. Donc, vous allez remarquer que parmi les 3 modèles affichés ci-contre, vous allez remarquer que le modèle qui a le R carré ajusté le plus élevé est le modèle 3, qui est égal à 0,302. Donc, ce R carré est supérieur à celui-ci, c'est également supérieur à celui-ci. Donc, vous allez constater que lorsqu'on augmente une variable indépendante supplémentaire, le R carré ajusté augmente. Et vous allez aussi remarquer que le SSE, c'est-à-dire la variation induite par le modèle, aussi augmente lorsqu'on augmente euh, une variable indépendante supplémentaire dans le modèle. Donc, si vous devez choisir un modèle parmi ces 3 modèles-là, c'est-à-dire lorsqu'on regresse le salaire sur l'éducation, l'expérience et la tenue, en fonction des combinaisons que l'on fait entre les 3 variables indépendantes, donc vous devez voir quel est le R carré qui est le plus intéressant et c'est cela que vous devez choisir. Le plus important ici, c'est le R carré ajusté. Alors, nous allons continuer avec des exemples sur la différence entre le R carré et le R carré ajusté. Donc, vous devez remarquer ici que nous avons 4 modèles différents. Nous avons des modèles linéaires, un modèle linéaire log, un modèle log linéaire et un modèle log-log. Vous allez remarquer que lorsque la variable dépendante n'est pas transformée, nous tendons à avoir le même SST. Donc, ici, lorsque la variable linéaire n'est pas transformée, on a le même SST. Mais lorsque la variable linéaire est loguée, si on peut le dire comme ça, est log transformée, nous avons également le même SST ici. Mais nous n'avons pas le même R carré ajusté. Et nous n'avons pas également le même R carré. Mais si nous
nous devons choisir un modèle ici, nous devons toujours choisir le modèle qui a le plus grand R carré ajusté, donc le quatrième modèle. Alors, maintenant, nous allons voir les hypothèses de Gauss-Markov. Gauss-Markov nous a initié à 5 hypothèses fondamentales. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de linéarité. La linéarité consiste euh, à avoir une condition linéaire, c'est-à-dire on doit voir que la variable dépendante et la variable indépendante sont linéaires. On peut établir une relation linéaire entre les deux variables. La deuxième hypothèse consiste à avoir des échantillons aléatoires issus de la population. Et la troisième hypothèse consiste à ne pas avoir une collinéarité parfaite, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir une variable qui est constante, parce que si l'une de nos variables indépendantes est constante, forcément cette variable-là doit être corrélée avec la constante, ce qui n'est pas bien. Donc, ensuite, nous avons la quatrième hypothèse qui est l'exogénéité. L'exogénéité consiste à ne pas avoir une corrélation entre les thèmes et une ou plusieurs variables indépendantes. Et enfin, nous avons l'homocédasticité. L'homocédasticité consiste à avoir une variance constante de l'erreur thème. Alors, allons-y un peu en détail dans tout ce que nous venons de dire maintenant. Considérant la linéarité, donc on doit voir que les paramètres sont linéaires. On doit voir que la relation qui existe entre la variable dépendante et les variables indépendantes est linéaire au sein de la population. Même si on transforme les variables indépendantes en leur appliquant log ou bien en les élevant au carré, ou bien même en introduisant dans le modèle des interactions, par exemple l'éducation fois expérience, on doit toujours voir que la relation qui existe entre toutes ces variables indépendantes et la variable dépendante est toujours une relation linéaire. Par rapport à l'hypothèse numéro 2, c'est que forcément, nous devons toujours voir que l'échantillon que nous avons obtenu de la population est un échantillon aléatoire. Ça veut dire que chaque individu que nous prenons dans notre population a la même chance d'être sélectionné que tous les autres individus. Et chaque observation suit toujours l'équation de la population. Alors, en ce qui concerne la collinéarité parfaite, je l'avais déjà expliqué, vous ne devez jamais avoir une variable indépendante qui est constante. Si elle doit être forcément corrélée avec la constante, ce qui n'est pas bien. Il en est de même pour la multicollinéarité. On parle de multicollinéarité lorsque deux ou plusieurs variables sont collinéaires entre elles. Il faut lever la multicollinéarité en utilisant le VIF. Le VIF, Variance Inflation Factor, c'est un indicateur, c'est un métrique qui nous permet donc de lever la multicollinéarité. Nous devons également savoir que parfois nous avons des variables qui sont corrélées comme les dépenses alimentaires et les dépenses non alimentaires. Si nous avons des dépenses non alimentaires qui sont par exemple de 70%, forcément les dépenses alimentaires vont être de 30%. Si on a ce compromis-là entre ces deux variables au sein de notre modèle, forcément nous devons exclure l'une des deux variables de notre modèle. Mais si ce n'est pas le cas, on peut laisser ces deux variables dans le modèle. Donc ici, c'est un exemple concret de la collinéarité parfaite. Le premier modèle montre de, un modèle où le salaire est la variable indépendante, l'éducation et une autre variable qu'on appelle femelle sont des variables indépendantes. Dans le deuxième modèle, on ajoute une autre variable qu'on appelle la variable mâle, mais il y a une relation entre la variable mâle et la variable femelle, et la relation est que la variable femelle est égale à 1 moins variable mâle.
Dans ce cas, et ce modèle ne peut pas être estimé parce qu'il y a une parfaite collinéarité entre la variable mâle et la variable femelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément exclure du modèle euh, la variable mâle. Il y en a aussi qui peuvent exclure du modèle la variable constante pour pouvoir estimer le modèle. Mais cela n'est pas généralement utilisé. Maintenant, ceci, c'est un exemple de output de Stata, donc qui montre un peu comment peut-on comprendre ce que c'est que la collinéarité parfaite. Vous allez remarquer que nous avons trois modèles ici. Le premier modèle, c'est le modèle dont nous avons l'éducation et la variable femelle comme variable indépendante. Le deuxième modèle, nous avons l'éducation femelle et mâle comme variable indépendante. Mais ici, le logiciel a reconnu qu'il y a un lien entre la variable mâle et la variable femelle. Et donc, il n'a pas tenu compte de cette variable-là dans l'estimation des coefficients. Mais ici, nous avons exclu la constante. Et c'est cela qui a permis à ce que la variable mâle puisse remplacer en quelque sorte la constante. Et vous devez remarquer ici que la valeur bêta 0 de la constante est la même que bêta 0 de mâle ici. Et l'erreur type également est le même. Comment lever la multicollinéarité, c'est-à-dire la corrélation entre deux ou plusieurs variables? Il faut calculer le vif. Le vif peut se calculer en faisant ce calcul-là, 1 sur 1 moins r carré. On sait déjà ce que c'est que r carré, on ne va pas revenir dessus. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que si le vif est supérieur à 10 au niveau d'une variable, forcément c'est cette variable-là qui cause la multicollinéarité et il faut l'exclure du modèle. Dans le cas d'une régression simple, le vif est toujours égal à 1 et le r carré est égal à 0. Le r carré est obtenu lorsqu'on fait une régression linéaire d'une variable indépendante sur les autres variables indépendantes. Donc, le R carré est une mesure qui explique de quelle manière les autres variables indépendantes expliquent notre variable indépendante donnée. Donc, comme nous n'avons pas deux variables indépendantes, c'est pour ça que le R carré est égal à 0 ici. Donc, s'il y a une multicollinéarité, il faut toujours exclure du modèle euh, la variable qui cause la multicollinéarité. Donc, ici, c'est un exemple de multicollinéarité détecté à travers le coefficient de corrélation. Donc, ces deux variables-là sont un coefficient de corrélation très, très élevé par rapport à celui-ci. Donc, par contre, celui-ci a un coefficient de corrélation très, très petit par rapport à celui-ci. Donc, à partir de là, vous devez pouvoir choisir et la variable qui a un coefficient de corrélation le plus élevé, vous devez pouvoir l'identifier et l'exclure du modèle afin d'avoir des, des coefficients, disons, non biaisés. Donc, en ce qui concerne le VIF, lorsqu'on a calculé le VIF avec Stata, on a trouvé que le VIF pour l'éducation des parents est égal à 10,79. Il est vraiment supérieur aux autres. Donc, il faut forcément exclure ceci donc, de notre modèle. Si on l'exclut du modèle, on retrouve ce modèle-là, un modèle avec les VIF égal à 1,25, 1,25. Donc, ce qui est acceptable. Et on peut aussi faire un autre modèle avec la variable qui a été exclue. Donc, si on le fait, donc on va trouver un VIF qui est égal à 1, donc qui est également plutôt acceptable. Nous allons continuer notre cours sur la régression linéaire multiple euh, en donnant cet exemple de multicollinéarité. Nous voulons comparer un peu les coefficients que nous avons obtenus avec le modèle avec multicollinéarité et les coefficients obtenus avec
le modèle sans multicollinéarité. Nous avons constaté ici que les coefficients obtenus avec le modèle avec multicollinéarité sont vraiment différentes des coefficients obtenus avec le modèle sans multicollinéarité. Par exemple, ici, nous pouvons conclure que lorsque les parents vont atteindre le collège, les enfants ont des scores beaucoup plus faibles que au niveau du modèle multicollinéarité, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on enlève eh, la multicollinéarité, on s'en rend compte que en réalité, lorsque les parents fréquentent le collège, la performance des enfants également est meilleure. Donc, lorsqu'on constate ce genre de multicollinéarité, qu'est-ce qu'il y a eu lieu de faire? Il faut penser à exclure du modèle la variable qui cause la multicollinéarité. Dans le cas d'espèce, la variable qui cause la multicollinéarité, c'est cette variable-là. C'est l'éducation donc des parents. Et vous auriez remarqué que dans un modèle avec multicollinéarité, nous remarquons que nous avons des erreurs types qui sont très très grands donc par rapport au modèle sans multicollinéarité. Donc ce qu'il y a eu lieu de faire, donc c'est d'exclure donc du modèle euh, la variable qui cause donc la multicollinéarité. Donc par rapport à l'hypothèse numéro 4, qui est l'hypothèse d'exogénéité, j'avais déjà expliqué ce que c'est que exogénéité. On parle d'exogénéité lorsque l'erreur thème n'est pas corrélée avec une ou plusieurs variables indépendantes. Donc, dans le cas d'espèce, pour que les coefficients à estimer soient non biaisés, on doit forcément avoir une exogénéité, c'est-à-dire on ne doit pas avoir une endogénéité. Donc, c'est de cela qu'il s'agit pour pouvoir obtenir de meilleurs estimateurs. Donc, et les unités dont on parle ici, c'est ça qui est égal aussi, qui est appelé aussi zéro conditional mean. Zéro conditional mean veut dire tout simplement que l'exponence mathématique de UI, sachant is1, is2 jusqu'à isk, donc est égal à 0. Et lorsque une variable n'est pas corrélée avec les thèmes, cette variable est appelée une variable exogène, mais lorsque c'est le contraire, donc la variable est appelée variable endogène. Ceci, c'est un exemple palpable, un exemple concret de, d'exogénéité. Donc, supposons que nous avons un modèle de régression qui est sous la forme de bêta 0 plus bêta 1 éducation plus bêta 2 femelle plus E. Dans cet exemple, nous n'avons pas introduit l'habileté qui est corrélée avec l'éducation. Nous n'avons pas introduit l'habileté. Ça veut dire que le bêta 1 qui sera estimé sera un bêta biaisé. Sera un bêta biaisé parce que ça ne va pas prendre en compte uniquement l'effet de l'éducation sur le salaire, mais ça va prendre en compte également de l'effet de l'habileté donc sur le salaire. Donc, ces deux graphes montrent l'exogénéité versus endogénéité. Donc, par rapport à l'exogénéité ici, donc on voit que l'exponence mathématique de U par rapport à ins est égal à 0. Donc, l'erreur thème est la même selon que l'éducation augmente ou pas. Donc, avec les valeurs croissantes de l'éducation, l'erreur thème ne change pas. Et la moyenne donc, de toutes les erreurs thème donne pratiquement 0. Mais par contre, lorsque l'éducation augmente, l'erreur thème aussi augmente. Donc ici, la distribution donc ici des erreurs thèmes donc n'est pas conforme à la distribution que nous avons ici.
Donc, l'expérience mathématique de l'erreur terme par rapport à x est supérieure à 0 ici, d'où l'exogénéité. Le caractère non biaisé des estimateurs OLS. Donc, pour qu'on dise que les estimateurs OLS sont non biaisés, il faut pouvoir respecter les hypothèses de 1 à 4, à savoir la linéarité, l'échantillonnage aléatoire, pas de collinéarité parfaite et pas d'endogénéité ou bien exogénéité. Deuxièmement, il faut que l'expérience mathématique de bêta de tous les échantillons obtenus de notre population soit égale à bêta de la population. Et qu'est-ce qu'il en est des variables omis? Supposons que nous avons un modèle qui est écrit de la forme suivante. Pour estimer ce modèle, on va réécrire ce modèle de manière suivante également, mais sachant bien que si nous voulons omettre le IS2, ce modèle devient celui-ci. Mais on peut écrire IS2 en fonction de IS1 si IS2 et IS1 sont corrélés, s'il y a une relation linéaire entre IS2 et IS1. Et dans ce cas, on peut écrire IS2 de cette façon et remplacer IS2 ici par sa valeur. Remplacer IS2 par sa valeur ici et finalement on aura cette équation. Et cette équation, si l'on développe ce qui est entre parenthèses ici, on finira par avoir ceci. Ça veut dire que notre bêta 1 d'ici donc devient bêta 1 plus bêta 2 bêta 1. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le coefficient qui sera estimé si IS2 est omis, au lieu que ça soit bêta 1, ça va être bêta 1 plus bêta 2 bêta 1. Donc, ce coefficient-là comporte notre bêta 1 recherché plus un biais. Le biais est égal à bêta 2 fois bêta 1. À quel moment on peut dire que lorsqu'on nomme une variable ne pose aucun problème? À quel moment on est capable de le dire? Premièrement, lorsque bêta 2 est égal à 0. Si bêta 2 est égal à 0, alors ça veut dire qu'en réalité, la variable ins2 est une variable non pertinente. La deuxième possibilité, c'est que sigma ou θ1 soit égal à 0. Si θ1 soit égal à 0, ça veut dire que is2 et is1 ne sont pas corrélés. Et si is2 et is1 ne sont pas corrélés, ça veut dire que nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'effet, il n'y aura pas d'effet donc sur notre variable y. Autrement dit, si une variable omis est non pertinent, bêta 2 est égal à 0. Ou bien s'il n'est pas corrélé à l'autre variable is1, bêta 1 est égal à 0. Et il n'y aura pas de biais dans notre modèle. Donc, un résultat de Stata nous donne le tableau suivant avec 3 différents modèles. Ce modèle-ci, qui est le troisième modèle, c'est une régression entre l'éducation et l'habileté. Celui-ci, c'est la régression de toutes les variables indépendantes sur le salaire. Et celui-ci, c'est seulement l'éducation, donc sur le salaire. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre bêta 1 biaisé donc, est égal au coefficient original plus le biais. Le coefficient original, c'est bêta 1 plus le biais ici qui est égal à bêta 2 fois θ1. Et si on doit calculer ça, bêta 1 est égal à 1,153, c'est ici. Bêta 2 est égal à 0,433, qui est ici, fois 0,551, qui est celui-ci. Celui-ci, c'est θ1. Donc, si on fait ce calcul, on va trouver celui-ci, plus celui-ci, on va trouver 1,392. 1,392 qui est ici. Donc, qui est
le, le bêta 1 til, qui est le coefficient biaisé. Donc, dans notre modèle avec la variable omise, lorsque on augmente l'éducation d'un an supplémentaire, le salaire augmente d'1,39 $ au lieu de 1,15 $. Donc, vous devez remarquer ça. Donc, il y a un biais de 0,24 $. Ça veut dire que l'éducation, l'éducation ici, dans le modèle et, et avec variable omise, l'éducation, l'éducation, l'effet de l'éducation sur le salaire est en même temps l'effet de l'éducation lui-même et l'effet de l'habileté donc sur le salaire. Donc l'éducation compte et deux effets à la fois parce qu'il y a une relation entre l'éducation et l'habileté. Donc, lorsque on inclut les variables non pertinentes dans un modèle, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste comprendre que lorsqu'il y a euh, une variable non pertinente dans un modèle, cela ne cause aucun problème de biais, mais seulement que la variance de l'échantillon augmente. Maintenant, on va parler de l'homocédasticité. L'homocédasticité, c'est que la variance du terme d'erreur est constante, donc d'une variable indépendante à l'autre. C'est ce que c'est que l'homocédasticité. Donc ici, on va voir que il y a homocédasticité ici. Il y a homocédasticité ici parce que la variance des résidus en réalité ne varie pas en fonction donc et en fonction que l'expérience augmente ou pas. Mais par contre, ici, on voit clairement que la variance varie lorsque l'éducation augmente. Maintenant, on va parler de la variance des estimateurs OLS. Pour la régression simple, la variance de l'estimateur OLS est égale à sigma carré sur SST. Alors que pour la régression multiple, donc le dénominateur est multiplié par 1 moins R carré. Donc, on sait ce que c'est que R carré, déjà, on ne va pas revenir dessus. On sait ce que c'est que SST, également, on ne va pas revenir dessus. Mais ce qui est plus important ici, qui est plus important ici, c'est que les estimateurs avec une variance faible sont les estimateurs qui sont souhaitables. Et pour avoir un estimateur avec une variance faible, il faut avoir une grande variance de la variable indépendante, ou bien il faut avoir un R carré qui est faible, ou bien il faut avoir une variance de l'erreur terme faible. Donc, c'est les trois conditions qui nous permettent d'avoir une variance de notre coefficient euh, faible, qui nous permet d'avoir la variance de BJ faible. À quel moment on peut dire que la variance du thème d'erreur est non biaisée? Il faut savoir que la variance du thème d'erreur sigma carré n'est pas connue, mais on peut l'estimer à travers la variance des résiduels que nous allons corriger en tenant compte du degré de liberté. Et la variance des résidus estimés ici est égale à 1 sur n moins k moins 1, qui est le degré de liberté, que multiplie la somme des résidus au carré. Donc, ce qu'il faut savoir aussi ici est que l'expérience mathématique de cette variance estimée au niveau donc de nos échantillons, ça doit être égal à la variance de la population. Et les hypothèses de Gauss-Markov de 1 à 5 doivent conduire à avoir une variance des résidus
ou bien de thèmes d'erreur non biaisés. Maintenant, on va parler d'erreurs standards des coefficients de régression. On avait déjà parlé de la variance du coefficient de régression. Son erreur standard est égale simplement à la racine carrée de la variance. Et c'est cela qui est écrit ici, la racine carrée de sigma carré sur SST facteur de 1 moins R carré. Donc, le standard error ou erreur standard, c'est calculé par le logiciel et inclus dans la output des résultats de régression. Qu'en est-il de la différence entre la variance d'un coefficient issu d'un modèle spécifié et la variance d'un coefficient issu d'un modèle non spécifié? Il y a un compromis entre la variance du coefficient et le biais lorsqu'il s'agit d'un modèle incorrectement spécifié. Donc, il faut savoir que des variables omises conduisent à un modèle incorrectement spécifié et des coefficients biaisés, ce qui n'est pas souhaitable, mais donne des variances, disons, petites. Donc, sigma carré sur SST est inférieur à sigma carré sur SST fois 1 moins R carré. Donc, ça donne des variances petites. Donc, généralement, ce qu'il faut rechercher, c'est d'avoir des coefficients non biaisés, tout d'abord, et ensuite d'avoir une variance petite. Donc, il est recommandé donc d'inclure dans le modèle toutes les variables pertinentes afin donc de pouvoir euh, éviter d'avoir un modèle incorrectement spécifié. Les régresseurs qui ne sont pas pertinents, les régresseurs qui ont un coefficient euh, qui est égal à 0 doivent être enlevés donc du modèle parce qu'ils causent une variance élevée. Ici, nous avons deux modèles qui comparent les erreurs types ou les erreurs standards d'un modèle correctement spécifié et d'un modèle incorrectement spécifié, c'est-à-dire un modèle dans lequel nous avons omis une variable. Nous avons constaté que l'erreur standard du coefficient de l'éducation est égal à 0,103 pour le modèle non spécifié, ce qui est plus faible par rapport à l'erreur standard du modèle spécifié. Mais quant au coefficient, le coefficient du modèle non spécifié est biaisé par rapport au coefficient du modèle correctement spécifié qui n'est pas biaisé. Rappelez-vous que l'erreur standard est la racine carrée de la variance. Nous allons parler maintenant du théorème de Gauss-Markov. Le théorème de Gauss-Markov dit que sous les hypothèses de Gauss-Markov allant de 1 à 5, les estimateurs OLS sont des meilleurs estimateurs linéaires non biaisés. Linéaire veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation linéaire entre le coefficient β-j et notre yi. Et on peut remarquer cela à travers la régression linéaire simple dans laquelle le β1 est égal à la covariance de x, y divisé par la variance de x. Donc, cette valeur-là, divisée par cette valeur-là, on peut dire que ça remplace wi. Et dans cette opération, nous avons yi. Donc, il y a une relation linéaire entre le bêta et le y. Qu'en est-il de best? On parle de best parce que les OLS nous donnent des coefficients
qui ont des variances petites. Donc, c'est dans ce cas-là, c'est dans cette mesure et, qu'on dit que les estimations OLS sont meilleures. Donc, baisse veut dire tout simplement variance petite.